Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et nous. Comme vous le constatez, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour répondre à la distanciation sociale. Nous irons dans cette édition au Cameroun voir une exposition avec entre autres Alexis Peskin. Pour fabriquer leurs jouets de rêve, les enfants d'Afrique utilisent avec une grande ingéniosité, habileté et créativité toutes sortes de matériaux de récupération. On ira au Kenya pour rencontrer Océan Sol qui transforme tongs abandonnés et autres morceaux de plastique en jouets pour enfants. Nous parlerons également sensibilisation due au VIH-Sida. En parlant toujours des jouets, dans la question hebdomadaire hashtag vous et nous parlerons de l'importance des jeux et jouets dans l'éducation des jeunes enfants. Don't miss your English lesson if you want to be a good student with Michelle Joseph. C'est dans Anglais Express, notre segment que vous préférez, que vous adorez. Mais d'abord, Ekia nous amène à Abidjan. Ekia. On démarre en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, où en 2015, un jeune fils d'agriculteur nommé Ulrich Abbé, fraîchement diplômé de l'Institut national des arts et de l'action culturelle, a décidé de mélanger à son art le café et le cacao. Il a appelé ça Abochi, en hommage au monde agricole, mais aussi au premier vendeur nigérien des rues d'Abidjan. Pour connaître mieux celui qu'on appelle Monsieur Café, voyez ce reportage signé Alain Amonti. Il a fallu toute une chaîne de travail acharné, de longues nuits de veille pour aboutir à parfaire sa technique de peinture au cacao et au café. C'est après avoir construit et déconstruit que Monsieur Café est arrivé au bon mélange, aux bons matériaux. Le café, par exemple, à la chaleur, ça fond, à la fraîcheur, ça fond. Donc, je devais trouver un juste milieu qui allait me permettre de fixer durablement mes tableaux. Et c'est pareil aussi pour le cacao. Il fallait trouver une façon de produire soi-même les différentes matières, de sorte qu'on n'ait pas soit du sucre à l'intérieur pour éviter les insectes. Monsieur Café Ulrich Abbé s'inscrit aussi dans la transmission, le partage de son art. Montrer aux enfants qu'à partir de ces différentes matières que nous avons ici en Côte d'Ivoire, on peut à la fois avoir du chocolat, du café pour la consommation, mais aussi peindre des toiles. Je montre aux enfants qu'à partir de ces différentes matières que nous avons ici en Côte d'Ivoire, on peut atteindre non seulement le chocolat, le café, etc., mais on peut aussi atteindre des tableaux, des sculptures, etc. Voilà, donc c'est dans cet univers-là que je mets les enfants. Ils sont plus ou moins attentifs, ils suivent, et puis c'est quelque chose de nouveau pour eux. Donc ça me permet d'aller un peu plus vite avec eux. Les thèmes abordés dans ces toiles sont variés. Le collectionneur Eric Niamia y découvre une certaine profondeur. Le silence aussi, c'est qu'est-ce que je dois sortir, qu'est-ce que je dois dire. C'est aussi la sacralité, on va dire, de la parole. Et il est arrivé au travers de cette toile, que ce soit dans le jeu des couleurs, que ce soit aussi dans l'utilisation de la matière, à restituer cette puissance du silence et puis la force intérieure qu'il y a dans l'écoute. Bon nombre de jeunes comme Ulrich Abbé ont besoin d'être soutenus pour ne pas perdre le pied sur le continent. Florence Pouté, amoureuse de cet art, plaide pour un soutien total et entier. J'aimerais bien que nos artistes soient plus aidés et qu'ils puissent rester dans leur pays au lieu de s'exiler pour pouvoir exister. Ulrich Abbé continue de travailler et à parfaire sa démarche artistique. Aujourd'hui, il envisage des collaborations avec des artistes et galeries hors de la Côte d'Ivoire pour à la fois faire des adeptes et une plus grande promotion de sa technique art boki. Merci pour ce beau reportage signé Alain Amonti, la place des artistes dont la société est à part. Moi, je pense toujours ainsi. Ce qu'ils font ne semble rentrer dans aucun cadre. Si, on les prend comme... Des fois, on ne comprend pas les artistes. Ils ont leur façon, en tout cas, eux, de réfléchir. Ils sont des génies, tout simplement. Ils sont des génies. On vient de le voir, d'ailleurs. Toute autre chose, l'artiste plasticien, aussi un artiste, Alexis Peskin s'est forgé son identité artistique aussi bien en France qu'aux États-Unis ou à Dakar en utilisant
le clou et le bois internationalement reconnus. Ces créations se retrouvent dans les collections du roi Hassan II du Maroc ou dans les musées en Europe. Ces toutes dernières œuvres sortiront au mois d'avril lors de la clôture de sa résidence de création à la fondation MAM-CO au Cameroun. Suivons. C'est à Souza, à quelques 30 km de Douala, que nous retrouvons Alexis Peskin, artiste plasticien français de 31 ans, d'origine franco-brésilienne et franco-russe. Cela fait une semaine qu'il est en résidence artistique à la Fondation MAM, qui depuis 30 ans œuvre à la promotion de l'art et de la culture contemporaine en Afrique. Être là pour Peskin est une aubaine, car cela lui permet non seulement de produire du sens à travers ses œuvres d'art, mais aussi d'interroger le monde contemporain sur diverses questions, parmi lesquelles son héritage africain. Ma mère est afro-brésilienne, elle vient de Salvador. Donc nous, on a été arrachés, en fait, nos ancêtres ont été arrachés en fait, à l'Afrique, on ne sait pas d'où exactement. Et donc, c'est pas comme si je recherchais quelque chose ou à recréer un lien, mais j'essaie de comprendre le monde et comprendre le monde d'où nos ancêtres sont venus. C'est pour les, en fait, on va travailler les photos et on va les transformer en fait en points sur Photoshop et en fait, on va remplacer les points par des clous. Comme vous pouvez voir, il y a des clous. Donc l'œuvre est faite avec des milliers et des milliers de clous de tailles différentes. En fait, ce qui reprend la trame un peu pointilliste qu'on utilise dans la sérigraphie. Et sur ces clous, en fait, je les ai ornés de feuilles d'or pour que ça scintille. Là, j'utilisais un bois d'ici de manière brute. Les personnes qui sont en fait représentées dans mon travail en fait ont vraiment une certaine puissance, une autodétermination, mais aussi une fragilité, une certaine douceur qui nous a été arrachée en fait, la manière dont on a été représenté dans l'art pendant des siècles en Occident. Je les appelle pas des portraits parce que ça ne représente pas vraiment la personne qui est sur le tableau. En fait, pour moi, c'est quelque chose de plus collectif, c'est une inspiration plus grande, commune, un souhait en fait que nous, les Afro-descendants et les Africains, en fait, nous transcendions. C'est comme si nous y étions. Bravo pour cette exposition. Bravo également à Alexis Peskin, que je connais depuis de nombreuses années. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que son travail ne cesse d'évoluer dans le bon sens du terme, justement. On va prendre une autre destination et aller vers les plages kenyanes où, engloutis par le sable, entremêlés par les vagues, ces déchets viennent de l'autre bout de la planète. Parfois, je parle de tongs en plastique et autres détritus en plastique également qui polluent l'atmosphère, polluent ces plages. Et Ocean Sol a décidé de récupérer tout cela pour en faire des jouets pour enfants et également des sculptures colorées. Plus de précisions avec Ginny Kapumbuvila. Les tongs, ces sandales légères et bon marché, sont plébiscités à travers le monde, mais polluent comme beaucoup d'autres déchets plastiques les océans et les plages de sable fin, comme celle de Kilifi sur la côte kenyane, baignée par l'océan Indien. D'énormes quantités de tongs, mais aussi de bouchons de bouteilles, de brosses à dents ou d'emballages de bonbons sont régulièrement ramassés sur les plages kenyanes par des volontaires. Les tongs sont la paire de chaussures la plus courante et la plus abordable pour beaucoup de gens, riches, pauvres. Tout le monde en a une paire. Parce qu'elles sont très peu chères, quand une paire est hors d'usage, vous la jetez et vous en achetez une nouvelle. Donc, on se retrouve avec beaucoup de tongs sur nos plages.
Essentiellement faites de mousse et autres plastiques imitant le caoutchouc, les tongs sont achetés par Océan Sol, qui rémunère ainsi les volontaires. Envoyés dans un atelier à Nairobi, les sandales y sont ensuite minutieusement nettoyées, puis collées pour constituer des plaques multicolores. Des dizaines d'artisans, souvent d'anciens menuisiers, les sculptent ensuite avec talent en divers objets, dont des animaux, petits ou grands, principalement plébiscités à l'étranger. En retirant les tongs de l'océan, nous sauvons notre vie marine qui est menacée par l'ingestion de ces tongs. Grâce aussi aux barrages, aux voies navigables, nos environnements s'assainissent. La plupart des artistes qui travaillent ici sont issus de la sculpture du bois. Du coup, nous sauvons aussi des arbres, ce qui est bon pour notre environnement. Les œuvres peuvent nécessiter plus de 2000 tongs. Pour les plus grandes pièces, comme des éléphants ou des girafes d'environ 2 mètres, vendues plusieurs centaines de dollars, du polystyrène extrait de vieux réfrigérateurs est également utilisé. Nous recevons environ 1,2 tonnes de tongs par semaine. Convertissez ça en mois, en année, et on arrive à plus de 40 tonnes par an. Ça fait beaucoup de tongs. Du plastique a été retrouvé dans les plus microscopiques des planctons et jusque dans le ventre de baleines. Le fléau grandissant des déchets plastiques sera au cœur des négociations pour un traité international sur les plastiques qui devait débuter le 28 février lors d'un sommet des Nations Unies dans la capitale kenyane, Nairobi. Je le disais en titre, pour fabriquer leurs jouets de rêve, les enfants d'Afrique utilisent avec une grande ingéniosité, habileté et créativité toutes sortes de matériaux de récupération, fils de fer, morceaux de bois, chiffons, boîtes de conserve vides, sont autant de trésors pour eux. Quelle est alors l'importance des jeux et jouets dans l'éducation des jeunes enfants? C'est la question hashtag vous et nous de cette semaine. C'est ce que nous vous avons posé sur les réseaux sociaux dans hashtag vous et nous. Et comme d'habitude, vous êtes nombreux à répondre. On commence avec Eric Mapan, Kikwit RDC. Il nous dit « En jouant, l'enfant invente, découvre, apprend, expérimente et affirme ses compétences. Les activités récréatives permettent le développement de la pensée, de l'attention et de la concentration et du langage, en plus de stimuler la confiance en soi, la curiosité et l'autonomie. Les Africains doivent encourager cela. » Nous avons également le commentaire de Chandel Kidjo à Lomé au Togo. L'acte de jouer fait partie de l'enfance et apporte la possibilité d'un répertoire de développement, que ce soit dans la sphère cognitive, sociale, biologique, motrice et affective. Si nos pays africains investissaient dans ce domaine, ça aiderait notre continent. Francis Nkoum Elenga, Kinshasa, RDC, il nous dit « Les enfants africains contribuent à la lutte contre la pollution par un système de recyclage. Par contre, ceux de l'Occident polluent l'environnement. » Nathanaël Hope à Lubaba en RDC, la plupart des jouets sont importants du fait que ça révèle le niveau d'intelligence d'un enfant. Il y a des jeux importés pour les enfants tels que le Scrabble ou le puzzle. Merci pour vos nombreux commentaires qui sont toujours très intéressants. On espère que vous passez un agréable moment et que vous allez rester bien installés car on revient dans quelques instants, juste après une courte page de pub. À tout de suite. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique. Vous et nous, Part 2. Comme d'habitude, il est temps, bien sûr, vous attendez ce moment pour apprendre, because learning is the key. C'est l'anglais, vous avez compris, c'est avec Michel Joseph dans Anglais Express. C'est tout de suite. Bienvenue à l'Anglais Express. On continue de parler de mots ou d'expressions qui peuvent avoir un sens contraire en anglais selon le contexte. To give out, c'est-à-dire donner, distribuer.
To give out, c'est aussi s'épuiser, s'achever, faillir. Par exemple, I gave out candy to the kids on Halloween. Je donne des bonbons aux enfants lors de la fête de Halloween. He gave out some flyers for the event. Il distribua des affiches pour l'événement. Sens contraire. My old car gave out on me. Ma vieille voiture m'a lâché. Elle est tombée en panne. My breath gave out during the race. J'ai perdu le souffle durant la course. Autre mot qui a deux sens contraires, to sanction, c'est-à-dire to permit, permettre, soutenir, être d'accord. To sanction veut aussi dire to restrict, restreindre, gronder, punir. Par exemple, the idea was sanctioned. L'idée a été bien reçue ou bien acceptée. Autre exemple contraire, the school sanctioned the boy because of his behavior. L'école a puni le garçon à cause de son comportement. Et voilà pour l'Anglais Express. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur notre site www.voaafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent à la rubrique Actualité. La 12e édition du Massa se tiendra du 5 au 12 mars prochain à Abidjan. Massa qui signifie le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Alors, comme vous le savez sans doute, au programme, c'est de la danse, du théâtre et de la musique. C'est le lieu où il faut être pour les compagnies et groupes pour rencontrer des programmateurs venus du monde entier. C'est aussi un lieu de soutien à la création et à la production de spectacles de qualité. Plus de 100 spectacles sont attendus et je vous en ferai le compte-rendu puisque je m'y rends. Toujours dans l'actu, la Philharmonie de Paris ainsi que 2 prestigieux festivals suisses ont annoncé lundi, au 5e jour de la guerre en Ukraine, avoir annulé plusieurs dates de concerts du chef d'orchestre Valéry Gergiev, réputé proche de Vladimir Poutine en soutien à l'Ukraine. Parallèlement, 2 prestigieux festivals de musique classique ont aussi écarté le chef d'orchestre Le Verbier Festival qui a annoncé avoir demandé et accepté la démission de Gergiev du poste de directeur musical de son orchestre, et le Lucerne Festival qui a annulé 2 concerts prévus cet été en signe de solidarité avec le peuple ukrainien. On passe à toute autre chose à présent, aggravée par le manque de prévention concernant le VIH ou également pour les ressources des personnes porteuses du VIH. Une jeune fille militante et engagée s'est aperçue de ces manquements dans la communauté congolaise et a créé une association. Il s'agit d'une jeune femme militante se nommant Karine. Et au-delà de la communauté congolaise, avec son association, elle travaille d'arrache-pied pour aider le maximum de personnes africaines en général dans la prévention du VIH-Sida, mais également dans celle du Covid-19. Voyez tout de suite ce reportage de Dini Kapumbuvila. Karine a perdu ses parents décédés du sida à l'âge de 13 ans. Elle ne pensait pas que le travail de sensibilisation sur le VIH qu'elle faisait dans son pays, la République démocratique du Congo, se prolongerait jusqu'à son pays d'adoption, les États-Unis. En se rendant à des cérémonies nuptiales et des funérailles dans sa communauté, elle a fait le triste constat que la maladie du VIH était tout aussi taboue ici que dans son pays d'origine. Elle a donc relancé son combat en créant son organisation African Advocate Against AIDS, qui informe et oriente les membres de la communauté africaine, souvent ne parlant pas bien l'anglais, vers les ressources de logement et de santé disponibles. Je trouve que vraiment c'est une bonne initiative, quoi, vraiment, parce que de la manière dont elle sensibilise les gens, vu qu'on est dans un pays là où vraiment ce qu'elle fait là, c'est rare de voir ça, quoi. Vraiment, mais c'est une très bonne idée. Seul le bon Dieu peut la payer, quoi. Vraiment, on remercie le bon Dieu et puis voilà, on la remercie aussi. Des difficultés personnelles l'ont amenée à résider avec ses enfants dans un refuge de famille où elle est allée constater une situation sanitaire déplorable. Mauvaises conditions sanitaires, masques et gel quasi inexistants durant la pandémie de coronavirus, aucune protection pour certaines femmes menant une vie sexuelle à risque, toutes choses qui ont poussé Karine Sils à joindre également le combat contre la propagation du Covid. C'est notre effort pour faire la prévention contre le sida
et la prévention contre Covid-19. On distribue les masques, les ressources, les informations de dépistage à la communauté. Donc chaque vendredi, on est ici à Majib, donc c'est Majib Dar Ram. On est là ici avec notre communauté islamique. La fondatrice collabore avec différentes organisations qui font du travail de proximité auprès des communautés africaines. Elle distribue des masques, gel hydraulique et préservatifs gratuitement à partir de sa table, mais aussi elle en dépose dans les magasins aux alentours à forte clientèle africaine. Karine Silt souhaite un jour retourner au Congo pour continuer son combat et participer sur sa terre natale à la lutte contre la propagation du VIH. Merci Ginny pour ce beau reportage dans un monde caractérisé par la mobilité croissante des populations. C'est en restant constamment informé, comme on l'est là maintenant avec Ginny, que l'on peut se protéger, car selon le rapport de l'ONU-SIDA, 36 à 44 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH-SIDA, dont 5 millions environ ont contracté le virus en 2004. Donc c'est mieux de se protéger et bien sûr de s'éduquer et savoir toujours plus. Place à présent à notre segment Sportissimo, c'est avec the one and only Yacouba Ouedraogo. Exclusivement ce numéro de Sportissimo à la Basketball Africa League, la Ligue africaine de basketball dont la saison 2 commence ce samedi 5 mars à Dakar au Sénégal, comme le premier et historique acte qui a eu lieu en mai 2021 à Kigali. 12 équipes tenteront de succéder aux Zamalek d'Égypte, vainqueurs de la première balle, initiée par la prestigieuse NBA, Ligue nord-américaine de basketball, en partenariat avec la FIBA, la Fédération internationale de basketball. La balle se substitue à l'ancienne Ligue africaine de basketball. Comment en est-on arrivé là? Suivez. Lorsque le Zamalek d'Égypte soulevait le tout premier trophée de la Basketball Africa League à la Kigali Arena le 30 mai 2021, le continent africain venait de franchir le pas d'une meilleure professionnalisation de son basket. En effet, même si, comme le vainqueur égyptien né en 1911, la plupart des clubs phares du continent existent depuis très longtemps, ce n'est que dans les années 1970 que naît véritablement une compétition de basket interclub, la Coupe d'Afrique des clubs champions. La première édition de cette compétition a lieu en 1971 à Bangui, en République centrafricaine, remportée par le club du pays hôte, Red Star. Certains talents africains explosaient en NBA dans les années 80. Il n'est pas surprenant que la Basketball Africa League ait baptisé deux de ses plus grands prix des noms de pionniers du continent. Le prix du joueur le plus efficace de la balle, du nom de Hakeem the Dream Olajuwon du Nigeria, et le prix du meilleur joueur défensif de l'année de la balle, nommé en l'honneur de Dikembe Mutombo, le géant congolais, probablement les deux meilleurs pivots de l'Afrique. Ils ont inspiré beaucoup de jeunes joueurs africains. La NBA manifeste alors un intérêt grandissant pour le continent et organisera le Basketball Without Borders, Basketball sans frontières à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour la première fois en 2003. Le Sénégal a accueilli la 17e édition en 2019. Initiée par la NBA de concert avec la FIBA, ce programme met l'accent sur l'amélioration des compétences des jeunes talents du basket africain. Ils bénéficient durant leur séjour d'un encadrement de basketteurs professionnels évoluant en NBA. Jusqu'à présent, de jeunes basketteurs africains talentueux ont été repérés dans ces camps. Ils incluent Joel Embiid, qui joue maintenant pour les Philadelphia 76ers, une équipe qui se débrouille très bien dans la Ligue NBA. Un autre joueur qui a également participé à ce camp est Pascal Siakam du Cameroun, qui joue pour les Raptors de Toronto et a récemment aidé son équipe à remporter son premier championnat NBA. C'est une bonne plateforme pour que ce jeune joueur africain brille et, espérons-le, les propulse dans les ligues majeures comme la NBA. Aujourd'hui, l'Afrique compte une douzaine de basketteurs évoluant en NBA et qui s'affirment de la plus belle des manières.
Lorsque nous comptons les joueurs d'Afrique, nous tombons sur quelque chose d'assez pénible parce qu'il y a beaucoup de joueurs avec des noms africains qui sont enregistrés pour d'autres pays. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés dans d'autres pays, disons en France ou en Grèce, mais des parents africains. Et accessoirement, il y a ceux qui sont nés en Afrique, qui ont joué en Afrique, puis sont venus en NBA. Joel Embiid, qui joue pour les Philadelphia 76ers. Nehemiah Quetas, il est lui enregistré comme joueur portugais, mais ses parents sont originaires de Guinée-Bissau. Appelons-le donc un joueur africain. La NBA ne doute plus que l'Afrique regorge du talent à encadrer pour leur permettre d'éclore. D'où la naissance de la Basketball Africa League, entendez Ligue africaine de basketball, lancée en février 2020, mais dont la première édition se tiendra en 2021, uniquement à Kigali au Rwanda, à cause de la pandémie du Covid-19. La NBA investit dans la croissance du jeu à travers le continent au sens large et dans le soutien aux entraîneurs et aux officiels de match. Nous continuerons d'investir de l'argent dans le jeu. Selon ses promoteurs, la NBA Africa implique des investisseurs individuels parmi lesquels on compte entre autres l'ancien président Barack Obama, Dikembe Mutombo, ancienne gloire de la NBA, originaire de la République démocratique du Congo. Pour cette deuxième édition de la balle, 12 équipes engagées se disputeront la succession du Zamalek dans 3 villes, Dakar, Le Caire et Kigali. Le match d'ouverture opposera Duc du Sénégal à Sédou Legacy Athletic Club de la Guinée le 5 mars à Dakar. Cette année, les équipes ont été divisées en 2 conférences de 6, la conférence du Nil et celle du Sahara. C'est ici que se referme cette rubrique sportive consacrée à la balle, dont la VOA est partenaire. Et pour cela, nous vous ferons vivre cette deuxième édition à travers une rubrique quotidienne dans notre journal Le Monde aujourd'hui. VOA Afrique vous propose également des matchs en direct sur nos stations FM et nos radios partenaires, de même que des émissions d'avant et après match, ainsi que des analyses des matchs à la mi-temps. Au revoir. Et voilà, après Yacouba, on va vous laisser avec ces quelques images du concert Madjabou Gospel à Washington DC avec Rosny Kaïba, Deborah Lukalou et Mike Kalambay. J'y étais. Vous savez qu'on aime terminer en musique avec ces bonnes ondes et ces bonnes notes de gospel. On espère que vous allez finir cette journée en beauté. On vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes vibes. Merci pour votre fidélité au programme de VOA Afrique. Merci à toute l'équipe. Merci à toutes nos chaînes partenaires. Et comme il est coutume de dire, Roger, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye. Salut les amis, Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socioculturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!